Bonsoir et bienvenue à tous au musée du Barreau. Parfait, ça calme tout le monde. Donc vous êtes les bienvenus ici au musée du Barreau et plus exactement à l'hôtel de la Porte. Pour ceux qui connaissent l'histoire, merci de ne pas me démentir. Cet endroit est un hôtel particulier qui appartient au Barreau de Paris. Il loge son musée et quelques petits services. Un de nos bâtonniers croyait ou aimait à dire que cela avait été une prison au XVIIe siècle lors de sa conception. Plus prosaïquement et de façon moins romantique et moins judiciaire, c'était l'hôtel particulier du plus gros poissonnier des Halles. Voilà, ce qui montre que sans doute on s'enrichit plus dans le poisson que dans la justice. En tout cas, vous êtes ici dans un bâtiment qui est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis la moitié du XIXe siècle, ce qui nous a valu d'être sauvés, notamment en raison de son escalier spectaculaire que vous visiterez ou que vous gravirez, au moins jusqu'au premier étage, en sortant de cet établissement, après, et nonobstant la qualité d'excellentes auditions contradictoires ou conférences à laquelle vous allez assister. J'ai l'honneur ce soir d'accueillir au sein de ses collections permanentes Étienne Madrange. J'ai une piaffe d'impatience parce que quand il n'est pas invité, il est déjà là tout le temps. Et à chaque fois qu'il est là, il prend la parole. Donc je prends un malin plaisir à le faire patienter. Et Dominique Simoneau du Canard enchaîné. Mais un mot d'abord sur ce musée et ce qu'il trouve. Ce musée abrite les collections permanentes du Barreau de Paris. Ce sont des collections qui racontent l'histoire de France à travers le prisme de la justice. Elle démarre plus ou moins avec l'Ancien Régime qui se trouve dans votre dos, tout au fond de cette salle, et puis égrène au gré des affaires Louis XVI, du procès de Marie-Antoinette, de l'affaire Dreyfus, du procès de Zola pour J'accuse, du procès de l'assassin de Jean Jaurès, Raoul Villain, de l'affaire Stavisky qui se trouve derrière moi, des affaires Papon, du procès de Pétain. C'est une véritable histoire donc de la France sur plusieurs siècles. Un tout petit peu chahuté ces jours-ci parce que nous y présentons une exposition sur les avocats et la Grande Guerre, 1914-1918. 232 morts au Barreau de Paris, au front. 10% du barreau est mort dans les tranchées et nous avons exhumé les courriers confidentiels que les soldats adressaient à leurs bâtonniers, couverts par le secret professionnel. Quand un avocat écrit, quelles que soient les circonstances, à son bâtonnier, c'est un courrier qui n'était pas censuré par la censure militaire, c'est un courrier qui a été conservé, c'est un courrier qui raconte comment un jeune avocat d'affaires qui n'a jamais plaidé se retrouve d'un seul coup commis d'office pour défendre 4 mutins en 1917 lors des émeutes, entre guillemets, ou des rébellions, ou des mutineries. 1916-1917, c'est un avocat qui raconte qu'il a reconnu le corps ou le cadavre d'un confrère qu'il croisait au palais et qu'il a enterré, qui a battu une croix avec les moyens du bord et qui dit « J'espère que vous trouverez sa famille pour lui dire que je lui ai offert une dernière sépulture ». C'est une histoire de la guerre et de ses horreurs à travers ces dossiers qui étaient confidentiels et que nous venons, on va dire, non pas à peine d'ouvrir, mais que nous exposons pour la première fois. Ça tombe bien parce qu'ici on parle d'histoire ce soir, on y parle souvent d'histoire d'ailleurs, mais on a trouvé un prétexte, on en a souvent avec Étienne Madrange, mais un excellent prétexte cette fois-ci avec la sortie de son livre Empreinte d'histoire, 50 chroniques historiques, judiciaires, drôles et tragiques. Comme moi je l'ai lu au fur et à mesure, je n'ai pas appris par cœur le titre du volume qui les réunit. C'est publié chez LexisNexis. Dont le patron est là, Cyril de Montis, qui a eu la gentillesse de nous amener, c'est le rédacteur en chef, et donc il a eu la gentillesse de nous amener un exemplaire de son journal. Puisque ce livre est issu, en fait... Je vais le dire. Ah bon, tu vas le dire. Je vais le dire, j'y viens. C'est pas... Non, mais je voulais quand même saluer la présence de Cyril de Montis. Il est quand même extraordinaire, non? Si tu veux, tu peux m'interroger, mais je suis pas sûr que tu aurais une seule question à me poser et tu ne vas pas t'écouter parler pendant 1 heure. Et c'est dit avec beaucoup d'amitié. En tout cas, donc Étienne Madrange, il faut que je dise un mot quand même de sa biographie avant qu'il passe directement à la vente de son article pour vous raconter qu'il a été dans une vie précédente dans des métiers qui sont parfois un peu honorables. Il a été magistrat pendant de nombreuses années. Donc non, c'était un excellent magistrat, ça a été un procureur, ça a été, tu as été à peu près tout. Bon, aussi, voilà, c'était essentiellement un magistrat. Et puis dernièrement, il a encore plus mal tourné parce qu'il est devenu avocat. Donc, ce qui fait que nous l'avons récupéré et nous allons sans doute le garder un certain temps. Hélas. Il est surtout un historien qui au début se voulait amateur et est devenu un historien professionnel pratiquement, parce qu'au bout de 12 ou 15 livres, on est devenu historien. Il est passionné de photographie. Je pense que c'est la plus belle iconographie qui soit
des palais de justice, des prisons et accessoirement des églises, des établissements qui m'intéressent beaucoup moins que les palais de justice. C'est un nombre de livres remarquables qui font aujourd'hui autorité sur l'architecture des palais de justice, tout ce qu'on y trouve, la forme des salles d'audience, les petits détails divers et variés. Bref, c'est une encyclopédie de l'histoire de la justice que nous accueillons ce soir et qui vient effectivement, après 50 chroniques, mais il continue dans le journal spécial des sociétés, de les réunir dans un très très beau volume. Vous avez encore quelques jours pour faire vos courses et comme elles ont été un peu handicapées samedi dernier, vous n'avez encore pas fait toutes vos emplettes, donc vous achèterez ce soir Empreinte d'histoire après avoir entendu, mais vous en racontera quelques-unes, mais d'après moi il est intarissable, quelques-unes donc de ces anecdotes racontées par Étienne Madrange. Ne dis plus rien. Tu vas avoir vraiment la parole. Comme invitée ou comme contradictrice, même si c'est une contradiction bien aimable, dans le principe c'est que nous avons des auditions donc contradictoires, nous aimons le contradictoire, et tu nous as proposé, ça tombait très bien parce qu'on l'apprécie beaucoup, Dominique Simoneau. Ben, merci. Voilà, nous sommes très heureux, qui est aujourd'hui journaliste au Canard enchaîné. Elle a le bouclage du journal dans moins d'une heure, donc elle disparaîtra. C'est-à-dire qu'il est en cours, oui. Voilà, elle disparaîtra tout à l'heure subrepticement, mais elle n'a pas ce soir, je ne crois pas, de nouveaux livres à vendre, entre guillemets, ou à signer. Elle a été pendant, vous le savez aussi, elle tient donc une chronique sur la justice, ou sur plutôt les scènes d'audience, ou sur ce qu'il se passe, parfois de plus misérable et plus tragique dans les palais de justice chaque jour en France, qu'elle raconte de façon hebdomadaire. Elle le racontait aussi sous une autre forme dans Libération pendant de très nombreuses années, mais aussi elle a eu une vie un peu antérieure, en passant entre guillemets par la pénitentiaire, comme éducatrice. Oui. Hein, on va quand même rectifier. Bah, voilà. Ça n'aurait pas été... Après tout, après tout, comme Tollard. Pourquoi pas? Comme Tollard, mais je ne sais pas. Avec l'étoile, dans l'administration, je ne suis pas sûr. Et puis elle est l'auteur de plusieurs livres, dont un livre dont le titre était « Le camp justice en France, une loterie nationale ». Oui. Voilà. Ce qui est avec un point, c'est pas de point d'interrogation, mais, mais il pourrait y en avoir un. Voilà, c'était chez La Martinière. Il y a deux autres livres, un sur l'immigration, une chance pour l'Europe, et puis Du Noir dans la nuit, la grande grève des mineurs de 48 chez Calman Levy. Il faut me dire s'il y en a un autre qui va bientôt sortir. Il s'appelle un qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Amadora, une enfance tzigane. Il est là. Il est juste à la page d'avant. Petite Rome en France. Parfait. Donc, une romancière, une essayiste, une journaliste et un bavard de métier et de profession qui va nous dire d'abord pourquoi il a voulu se lancer d'un seul coup, dans cette nouvelle façon de chroniquer l'histoire, après avoir fait des épopées, après avoir fait tous les vitraux de la Sainte-Chapelle, après avoir ausculté tous les palais de justice et parcouru à un point inimaginable la tuyauterie, les toits, les salles d'audience et tous les prétoires. Quelle nouvelle maladie, Étienne? Merci, monsieur le conservateur, pour cette introduction, cette brève introduction. Hein, je ne sais pas quel est le plus bavard des deux, ni... je sais qui est-ce qui écrit le plus de nous deux, c'est le conservateur. Bien que plus jeune, mais qui lui aussi aime bien faire des ouvrages de qualité, de grande qualité, et on lui en sait gré. Non, l'idée au départ, c'est la conjonction de plusieurs éléments. J'aime poser mon regard sur des éléments humains, bien évidemment, ça c'est le sens des gens de robe. On aime l'humain, nous, que l'on soit du côté de la magistrature ou de l'avocature. Le regard. Ensuite, l'explication. On cherche une explication. On a la passion de transmettre. Personnellement, c'est vrai que j'ai toujours eu la passion de transmettre. Vouloir transmettre ce que l'on découvre. Et donc, écrire pour faire comprendre, pour faire partager un regard. Vous voyez, par exemple, je voulais écrire récemment une chronique sur un truc amusant. Je commence par ça, c'est un petit peu osé peut-être, mais ça l'est pas, puisque c'est dans une église catholique. C'est la cathédrale de Strasbourg. Et quand vous êtes devant la cathédrale de Strasbourg, vous avez un tympan. Voici ce tympan. Il est normal, vous le regardez, très bien. Et vous avez une gueule de l'enfer, une gueule de l'enfer. Et puis, quand vous regardez de plus près, vous avez un personnage bizarre qui monte son derrière. Alors, c'est visible par tout le monde, les enfants, les bébés, les enfants en poussette, les grands-mères, les grands-pères, etc. Avec, évidemment, quand même, quelque chose de bizarre. C'est une cathédrale catholique, c'est à Strasbourg, des gens sérieux, les Alsaciens, et vous ne voyez que ça. Alors, l'observateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il cherche à comprendre. Il dit, non, attendez, je croyais que c'était un lieu de prière, etc. Non, c'est un lieu où on montre des images un petit peu bizarres. Bon. Je me renseigne, et quand on se va sur Internet, on voit que c'est l'histoire d'un évêque qui aurait abusé d'enfants de cœur et dont on a voulu remettre le portrait sur la façade.
c'est là qu'intervient l'historien. Donc on se renseigne localement, on cherche sur Internet et on trouve cette histoire qui n'a pas l'air très sérieuse, mais bon, j'appelle l'office de tourisme, je lui dis, est-ce que vous avez le nom de tous les historiens locaux? On me les donne. Je les appelle. L'un me dit, je ne sais pas trop, et l'autre me dit, ah, j'ai fait 10 ans de recherche là-dessus, il n'y a jamais eu d'évêque, j'ai eu de procès et autres. Mon truc à moi, c'était d'essayer de retrouver le procès de l'évêque pour faire une chronique judiciaire. Et en fait, c'est pipeau, c'est une sculpture du 19e, parce que le tympan avait été entièrement bûché par les protestants dans le passé, ça a été refait au 19e, on a d'ailleurs rajouté des personnages, et c'est donc plutôt une histoire de vent. Voilà, il y a du vent autour de la cathédrale, et c'est une histoire très simple. Alors, c'est ça, finalement, être un conteur de l'histoire judiciaire, c'est partir du château de Carouge, le visiter et de se dire « Ah oui, mais Carouge, ça m'inspire quelque chose. Ben oui, c'est le dernier duel judiciaire ordonné par le Parlement de Paris. » Donc vous partez d'un château que vous visitez, et tout à coup, vous avez envie de parler du dernier duel judiciaire. Vous allez à Saint-Germain-en-Laye, puis vous voyez une plaque. Ici a eu lieu le duel de Jarnac. Jarnac, coup de Jarnac. Donc on cherche le coup de Jarnac. Et le coup de Jarnac, c'est synonyme d'une traîtrise, d'une cochonnerie, de quelque chose. Ah oui, oh le salaud, c'est un vrai coup de Jarnac. Pas du tout. C'est un type qui est moins fort que son adversaire, qui va apprendre auprès d'un bretteur italien un coup, le coup de Jarnac, donc qui consiste à cisailler le mollet derrière, donc par un coup d'épée. Alors que le gars, il est dans son bon droit, qu'il a été l'objet d'une rumeur infamante, je parle du baron de Jarnac, et qui va réussir à tuer son adversaire de façon très digne. Enfin, le tuer, il va le blesser, c'est l'adversaire qui va se laisser mourir en enlevant ses pansements. Voilà, donc, si vous voulez, on est dans une histoire plutôt noble à l'origine, d'un type qui se défend, qui apprend un coup, qui est un coup digne, qui est le coup de Jarnac, et ça va devenir au cours des siècles un synonyme de traîtrise. C'est ça, compter l'histoire judiciaire, c'est découvrir le détail, essayer de le raconter. Ne jamais aller dans Wikipédia, même, je le dis devant vous, monsieur le professeur, mais de grands professeurs de la Sorbonne et de l'école des Chartes, etc., écrivent parfois, écrivent parfois de très très belles chroniques sur Internet et sur Wikipédia. On en trouve, c'est vrai. Mais il vaut mieux, moi je fais mes recherches d'abord sur Gallica, mais souvent à la Bibliothèque nationale de France et dans d'autres endroits, à l'Arsenal ou ailleurs, et dans les bibliothèques municipales. J'ai écrit... Et je crois, monsieur le rédacteur en chef, que vous l'avez publié il n'y a pas longtemps sur Racine et la tribunalite, hein, qui est lorsque Racine traduit les guêpes. Eh bien, Racine, il a été élevé par sa grand-mère à La Ferté-Milon. Ben, l'idée, c'est d'aller à La Ferté-Milon, puis là, on trouve un conservateur qui est magnifiquement informé et qui fait beaucoup de pédagogie sur Racine. Je vais peut-être arrêter là pour qu'on permette. Oui, parce que là, avec les guêpes de Racine, alors qu'on n'en est même pas au plaideur de Racine, qui fait déjà 10 minutes, on ne va pas s'en sortir, mais c'est très bien. Non, mais c'est l'idée. Il est aussi intéressant à lire qu'il est éloquent et amusant à écouter. Mais, et je vais le complimenter encore plus, parce qu'il y a une préface du bâtonnier Francis Tetjen dans cet ouvrage, qui est sous forme d'un mail, qui avait été adressé à M. de Montis. Furieusement moderne, mais qui dit vaste culture, style impeccable, humour délicieux, recherche historique précise, légèreté subtile. C'est plus le coup de Jarnac dans les chevilles qu'il faudrait, c'est autre chose pour réussir à les fendre. Dominique Simoneau, un autre avis ou un regard? Non, pas du tout. Nous, on s'est connus, Étienne Madrange et moi, parce que je recherchais d'énormes candélabres qui avaient disparu du tribunal de Périgueux. Et d'ailleurs, que j'ai jamais retrouvé. On a trouvé un. Ouais, soi-disant. Moi, j'ai pas la preuve. Si vous l'avez, vous ferez une chronique. Pareil, personne ne m'a répondu jamais. Les gens s'affolaient parce qu'ils avaient disparu au cours de la rénovation du tribunal. Et comme j'avais déjà mal au cœur à l'idée de cette cité judiciaire qui était en train d'être construite à l'époque à Paris et qui, hélas, trône maintenant au Batignolles, je m'étais dit, tiens, voilà, et puis il est marrant ce type, cet Étienne, à me raconter des tas d'histoires. Et quand j'ai lu votre livre, ou ton livre, je ne sais plus, ce qui m'a fait marrer, je me disais, il est magistrat, il a été magistrat, mais qu'est-ce que vous leur mettez au magistrat? J'ai beaucoup aimé le chapitre sur l'échafaudé, qui retrace, mais c'est une litanie d'insultes. Alors je me demandais... Par les poètes. Oui, mais enfin, comme vous y consacrez un long chapitre, j'imagine que vous êtes un peu d'accord avec ce qui se dit. L'idée, c'est de toujours trouver, parce que je suis sollicité par le rédacteur en chef du journal, qui chaque semaine ou chaque quinzaine doit publier une chronique qui parfois concerne l'actualité. Là, on parle de la mort de Robespierre aujourd'hui, dans la chronique qui vous a distribuée, parce que ça correspond à des événements populaires qui se terminent ainsi. Mais pour l'échafouré, effectivement,
l'échafouré, c'est ainsi que Rabelais appelle les magistrats du Parlement. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, beaucoup de magistrats sont corrompus et qu'ils sont payés par ce qu'on appelle les épices, et que le procureur de Paris, qui s'appelle Jacques Tardieu, sous Louis XIV, est assassiné sauvagement par 2 frères, et après sa mort, on va découvrir qu'il y a des dizaines de sacs d'or. C'est l'un des personnages les plus riches de Paris. Il était totalement corrompu avec sa femme, et c'est le personnage de Molière, l'avare. L'avare n'est autre que Jacques Tardieu, le lieutenant criminel, donc, entre guillemets, le procureur de l'époque, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on a tendance à appeler les magistrats qui sont en robe rouge, avec de l'hermine, robe que j'ai portée, bien évidemment, mais j'en avais pas honte. J'avais le sentiment d'avoir un costume d'origine un petit peu royale, comme tous les magistrats de la Cour et de la Cour de cassation. On les a appelés les chats fourrés. Mais on retrouve ça également, Ramina Grobis dans La Fontaine, et jusqu'à... Brassens, qui en 57-58 parle des chats fourrés qui l'ont mis à la santé, parce que ça lui fait une rime. Les chats fourrés, la santé, ça lui fait une petite rime sympathique, et voilà. Donc c'est vrai que c'était une idée de décrire un petit peu la vie judiciaire vue par les chroniqueurs, par les auteurs, par les Rabelais, par les Brassens, qui évidemment se moquent de la justice. Et pourquoi ne nous moquerions-nous pas, nous, avocats et gens de justice, de la justice, qui a de quoi faire? Nous avons un peu le sens de l'autodérision, cher ami. Nous avons le sens de l'autodérision. Nous sommes des hommes en robe qui ont des rictus assez étranges, et beaucoup de tics et beaucoup de manies. Des hommes en robe qui ne nous dérobons pas. Et un autre truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est Ambroise Paré, ce grand chirurgien qui, alors j'ai appris grâce à vous, que pour guérir Henri II de l'horrible blessure de la lance qui lui avait transpercé l'œil, a fait exécuter 4 pauvres types. C'est ça, on prend à la... Pour se servir de leur crâne et essayer de faire des expériences pour voir comment on pouvait sauver l'œil. Oui, c'est horrible. C'est-à-dire que vous savez que le roi Henri II meurt dans le faubourg donc lors d'un duel avec son capitaine des gardes de Montgomery, auquel il va pardonner, qui va s'enfuir en Angleterre et qui reviendra, mais sauf que la femme de Henri II ne lui pardonnera pas, donc il sera enfermé dans la tour dite Montgomery, qui était le donjon du palais de la Cité. Et puis il sera exécuté, lui, à son tour. Mais l'accident est totalement involontaire. Le roi n'a pas baissé son aume. La lance de Montgomery se casse lors de la joute. On est au 2e jour d'un tournoi. Et la lance de Montgomery traverse l'œil de Henri II. On est fin juin, il va mettre 10 jours à mourir. Il va mourir courant juillet. Et pendant ce temps-là, le plus grand chirurgien, le chirurgien du roi, et d'ailleurs il sera également le chirurgien des rois qui vont succéder, qui est un chirurgien qui est mal vu par les professionnels officiels de la chirurgie, parce que vous savez que les chirurgiens, à l'époque, on les appelle les barbiers chirurgiens. Ils n'ont pas tous fait, alors quand ils n'ont pas fait de latin, notamment, ça fait une histoire, etc. Et donc, Paré va faire prendre 4 détenus de la conciergerie au palais, qui étaient condamnés à mort, on leur coupe la tête, on prend la tête. Ils étaient déjà condamnés à mort. Oui, ils étaient déjà condamnés à mort, oui. Et on fait des tas d'expériences que l'on a des écrits qui nous racontent ça, effectivement. Alors, l'anecdote est... Parce qu'effectivement, entre Ambroise Paré, qui est l'immense chirurgien de... Oui, ça m'a fait un petit choc. Alors qu'en réalité, il fait de la médecine légale. Oui, bien sûr. Je l'ai pris comme ça. Oui, la médecine légale avec des vivants. Oui, mais enfin, jusqu'en 81, on coupait vaguement des vivants en 2. Oui, bien sûr. Non, mais là, c'est pas l'exécution de la peine. C'était sauver le roi. C'est une exécution particulière de la peine. C'était sauver le roi. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi... votre Mata Hari, mais bon, parce que d'abord je l'adore. D'abord, elle a écrit cette phrase impérissable: le pire est d'être une femme émancipée dans un monde gouverné par des hommes. Comme je vous parle du Canard enchaîné, je peux vous dire, ça n'est pas toujours facile. Bien qu'il soit très gentil avec moi et avec nous toutes les femmes, parce que maintenant on est beaucoup. C'est enregistré, hein. Ah non, on est beaucoup au Canard. C'est enregistré, ils vont le voir. Mais on est beaucoup au Canard maintenant, de femmes. Mais c'est Mornay qui me fascine, cette espèce de... Ah, le procureur, qui est lieutenant à l'époque, oui. Oui, lui, il a été de toutes les trahisons. Non. Si, j'écoute. C'est le type, c'est le procureur général. Je pense qu'Emmanuel connaît aussi pas mal l'histoire de Mornay. Oui. Je ne sais pas comment on a pu laisser un type pareil agir aussi longtemps. C'était un jeune magistrat, il était lieutenant, c'était justice militaire. De première. Voilà. Non, on n'est pas... Je ne sais pas si quel est ton point de vue. Raconte. Non, on est devant un conseil de guerre. Un conseil de guerre qui a lieu d'ailleurs, non pas à l'endroit des conseils de guerre dans Paris, mais au Palais de la Cité, dans un lieu un peu sordide,
dont on a la description, il n'y a pas d'électricité. On parle donc de Mata Hari. On parle donc de Mata Hari. On est dans... Et non de Pétain. Donc à l'époque, on est en 1917, et on la soupçonne de traficoter avec les Allemands, ce qui n'est pas vraiment complètement démontré, agent double ou pas, enfin peu importe. Les historiens sont partagés, les grands historiens, les vrais, les universitaires, et bon. Et donc Mata Hari, de toute façon, est arrêtée, elle est devant un juge d'instruction, elle est jugée, et le procureur... alors il faut savoir aussi qu'elle a eu des relations intimes avec le tout Paris, des magistrats, des hommes politiques, son avocat, enfin, etc., etc. Ce qui complique la tâche. Pour Mornay, ce n'est pas démontré, ça a été peut-être une légende. Et donc on a ce jeune lieutenant, mais dont vous avez nécessairement entendu parler, car Mornay, c'est celui qui plus tard va être le procureur général contre Pétain. C'est lui qui va... Et avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il va être contre Pétain. Non, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'il a fait avant Pétain? Et il a été, pendant la guerre, c'est cette période-là dont on veut parler, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des rédacteurs des textes antisémites, sous Pétain. Et de la commission de révision des naturalisations, etc. Donc c'est vrai qu'il a eu un comportement vichiste. C'est pas etc. Non, mais un comportement qui effectivement... sur le... Non, mais etc. dans la collaboration. C'est vrai qu'il a... Bon, et on aurait pu... Alors, quand il a fallu trouver des hauts magistrats après-guerre, il fallait trouver des magistrats qui n'avaient pas prêté serment d'allégeance à Pétain. Et pourquoi Mornay? Mornay, il avait pris sa retraite avant, en 1939, je crois, ou juste avant. Donc, il n'avait jamais pu prêter serment d'allégeance puisqu'il était retraité. Donc, on l'a repris, on lui a donné le grade de procureur général, et on l'a envoyé. Et contre Pétain, il a fait de l'anti-Mornay, alors que lui avait été pétainiste à fond, effectivement, comme le dit très bien Dominique Simoneau. Donc, c'est vrai que Mornay est un personnage spécial. Mais quand vous prenez une histoire comme Mata Hari, pourquoi je suis parti sur Mata Hari? Oui, des fois, c'est parce qu'elle aime beaucoup Mata Hari. Elle a raison. On a exposé Mata Hari, nous, ici, dans une grande exposition sur les femmes et la justice. Mais pourquoi une chronique sur Mata Hari? C'est parce que je suis parti d'une date. C'était octobre 1917, et c'était pour un JSS, un journal de octobre 2017. Hein, ça devait être ça. Quelque chose. Bon, parfois je pars d'une photo et je me dis tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chronique à partir d'une image. Bon. C'est vrai que quand on regarde Mata Hari, on pense tout de suite. Et Mata Hari, ce qui est intéressant, c'est qu'on lit tout et n'importe quoi. Par exemple, on dit elle a été fusillée. Bon, très bien, elle s'est convertie au protestantisme. Le meunier pasteur vient la chercher, on l'accompagne, elle refuse qu'on lui bande les yeux. On l'emmène au polygone de tir, ça correspond à peu près au parc floral à Vincennes actuellement. Et puis bon, elle est fusillée. Et puis, souvent, on lit, ben voilà, 12 balles. D'abord, pas 12, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 11 balles, et il y avait une balle à blanc. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que son corps, comme personne ne l'a réclamé, est allé à l'IML, à l'Institut médico-légal. Et là, on a retrouvé... il y avait Ambroise Paré. Voilà. Et la tête d'Henri II. Et là, on a retrouvé que 5 balles, ou 6. Ce qui veut dire qu'il y a un paquet de soldats qui n'a pas tiré sur Mata Hari quand on l'a fusillée, puisqu'elle n'avait pas 11 balles dans le corps. Alors voilà, ça permet de rétablir parfois la petite histoire à travers la grande histoire. C'est ça aussi, être chroniqueur. Parfait. Oui, quel est le rapport entre la petite histoire et la grande histoire? C'est un livre d'anecdotes, et c'est un livre qui raconte en creux la grande histoire ou pas? Oui, c'est aussi de temps en temps de rectifier... déjà, de faire connaître des choses dont on ne se doute pas. Non, mais le goût de l'anecdote, c'est très clair, Étienne. Et on savoure beaucoup ces anecdotes parce qu'elles sont extrêmement bien racontées et mises en scène. Mais au-delà de ça, ma question, c'est vraiment, est-ce qu'on peut y faire une lecture de l'histoire? Oui, on peut en tout cas compléter la lecture traditionnelle, habituelle de l'histoire. Je vous en donne un exemple qui sera dans le tome 2, qui n'est pas encore là. Non, mais il y en a pour 30 secondes. Tu vas bien. Donc, tout le monde connaît l'affaire du collier. L'affaire du collier, c'est le cardinal de Rohan qui rachète le fameux collier que Louis XV n'avait pas pu offrir à la Pompadour dans le temps, il est mort. Louis XVI veut l'offrir à Marie-Antoinette, ça ne se fait pas. Elle ne veut pas, évidemment, le collier qui était destiné à la maîtresse du père de son mari, etc., etc. Bon, bref. Et le cardinal de Rohan, donc, monte tout un scénario avec la fausse comtesse de la Motte. Peu importe, je passe là-dessus pour être très court. Il se fait arrêter par le roi, dans la galerie des Glaces, par le marquis de Breteuil, hein, et il est banni. Il va en exil à la Chaise-Dieu. Comment va-t-il se venger? Eh bien, il est évêque de Strasbourg. Il est grand aumônier de France, il est évêque de Strasbourg. Et curieusement, dans quelques mois après, l'atelier monéteur de Strasbourg sort une monnaie, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être conteur et de raconter l'histoire, parce que l'histoire, vous ne la trouvez pas sur Internet. Et il ponce ce louis d'or, et ce louis d'or est un Louis XVI avec 2 cornes, un roi cornard, un roi cocu. Et donc, évidemment, la police royale va faire fondre ces monnaies, et on en a plus de 4 ou 5 exemplaires. Celle que je vous montre vaut 15 000 €. C'est une des quelques-unes qui reste sur le marché, qui a été vendue à Drouot.
Donc c'est vrai que sur Wikipédia, vous n'allez pas le trouver. En revanche, sur l'affaire du collier, vous allez trouver plein de choses. Mais l'idée, c'est de se demander comment le cardinal de Rohan, qui est embastillé par le roi, va-t-il se venger? Eh bien, il s'est vengé comme ça, parce qu'on le soupçonne d'avoir soudoyé à Strasbourg les employés de l'atelier monétaire. C'est ça aussi, raconter, alors là, la petite histoire, pour tenter d'aller vers la grande histoire, puisque c'est quoi la grande histoire? C'est qu'on est 4 ans avant la Révolution française, et que l'on dit que, alors il y a des grands et vrais historiens parmi nous, des universitaires de talent, je ne le suis pas, mais on dit quand même que peu ou prou, l'affaire du collier a été l'un des petits éléments qui s'est ajouté aux autres dans le déclenchement de la Révolution. Et qu'est-ce que Dominique Simoneau, pardon, qu'est-ce que la chroniqueuse, si je peux me permettre de dire ainsi, la chroniqueuse judiciaire, même si c'est une chronique judiciaire un peu particulière, voit dans ce livre et dans ses histoires, dans ses contes? Moi, je ne peux pas dire, tellement j'aime le monde de la justice, je m'y plonge, Michel. C'est passionnant. J'ai rigolé, je me suis dit, tiens, celui-là, je ne le connaissais pas. Tiens, qui c'est celui-là? Voilà, j'y vois moi aussi des chroniques de la vie du palais, et de beaucoup de palais en France, de la vie passée. Ambert, la moustache. Et comme ça n'a pas tellement changé, au fond. Ça n'a pas tellement changé. Ça n'a pas tellement changé? Bah, ça a changé, oui, par rapport au Moyen-Âge, ça a changé. Mais je dirais que... Non, mais ça a un peu changé. Mais on vit quand même tous entre nous. On se connaît tous un peu. C'est marrant. On vit dans un monde clos, sans télévision, sans caméra, sans micro à l'intérieur des salles d'audience. Sans micro. Non, mais... Quand il marche. Sans micro, pardon, pour enregistrer des radios. Je ne parle pas des micros, des micros pour plaider. Alors maintenant, malheureusement, on tweet. Oui. Il y a les tweets d'audience. Moi, j'aime pas du tout. Il y a les tweets et les lives où on raconte. Je trouve que c'est une vision très parcellaire des procès parce que c'est un instant T à un moment T. Ça ne dit que rien. Ça dit un tout petit moment, une phrase comme ça, chopée. Je trouve que c'est très dur, à la fois pour les prévenus ou les accusés, pour les avocats, de se faire épingler tweet par tweet pendant une audience. Je trouve ça très dommage. Je sais que mes confrères, ils protestent énormément, ils veulent absolument continuer à tweeter. Oui. Et l'historien de la justice et l'avocat ou le praticien de la justice que tu es, et pour l'arrivée des caméras et pour saisir l'histoire ou Ça existe déjà, mais c'est toute une procédure très lourde. C'était Robert Badinter qui avait fait en sorte que le procès Papon puisse être... Le procès plutôt Barbie puisse être... Le premier, c'est le procès Barbie. Le premier, c'est le procès Barbie puisse être enregistré. Alors, on a vu aussi 10e chambre de Raymond Depardon qui enregistre la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris pendant des mois et des mois et des mois. Et on voit donc en direct... Ça n'est pas le reflet de la réalité des comparutions immédiates, pas du tout. Mais ça ne donne pas peut-être... le reflet, c'était plutôt des affaires assez courantes. Mais c'est pas la question. La question, c'est que quand le magistrat... Je ne parle pas des procès Barbie ou pas, il sait qu'il y a une caméra, il se tient tout à fait différemment. Ce ne sont pas les mêmes audiences. Non, alors moi je serais pour effectivement l'enregistrement, déjà, ça c'est sûr, il n'y a aucune raison qu'on n'enregistre pas. Alors ensuite, mettre sur la place publique, quand on voit le niveau de violence que peut provoquer parfois une situation, une déclaration d'un homme politique. Mais enfin, je suis content ce soir que vous soyez venus pour ce moment de fraîcheur au milieu de toute cette violence que nous vivons actuellement. C'est pas évident. Alors, des retransmissions publiques, ça me paraîtrait assez exclu d'une façon générale. Ça, c'est Court TV comme aux États-Unis, mais c'est horrible. Mais par contre, par exemple, je faisais allusion à l'affaire de la moustache Jambert. Il faut quand même que je vous la raconte en quelques instants. Il a 2 minutes. C'est des avocats qui se présentent avec une belle barbe. On est en 1848 au tribunal d'Ambert, où il y a un magistrat, le magistrat de Genestoul, qui est fils d'un conseiller à la cour d'appel de Rion. Et lui, la barbe, il accepte, mais la moustache, les belles bacchantes, pas question. C'est une provocation. Donc il dit aux 3 avocats, messieurs, vous vous rasez la moustache ou vous plaidez pas. Il y en a un qui s'exécute et les 2 autres résistent. Ça existe, des jeunes avocats taquins. Ils résistent. Et la fois suivante, il se présente avec les belles vacantes et puis il provoque bien le président comme ça. Alors lui, il se retire, il va délibérer avec ses juges, dont l'un est l'oncle de l'un des avocats, qui veut se défausser. Il lui refuse de se défausser, il l'oblige à juger et il rentre avec un beau jugement disant que depuis Louis XIV et tout, la moustache a toujours été interdite dans les prétoires et que c'est hors de question. Donc, les avocats, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en cassation. Et on a un magnifique arrêt que vous trouverez sur Internet, dans le recueil Siret, vous pouvez le chercher, disant que on ne s'occupe pas de savoir si la moustache est autorisée ou pas, mais le pouvoir
de police de l'audience du président lui permet d'exiger de se raser la moustache. Et donc, les avocats ont été obligés de se couper la moustache. Ça, c'est la petite histoire, effectivement, qui rejoint la grande. Alors, il y aurait eu une caméra à l'époque, et on aurait retransmis ça. L'accent aurait été mis finalement sur le déballage ou le combat entre le juge et l'avocat, et pas tellement sur l'affaire qui était jugée, qui devient complètement secondaire. Parce que la caméra, l'enregistrement, et j'en reviens au sujet principal de ta question, Emmanuel, c'est qu'est-ce qu'elle va filmer? Est-ce qu'on filme les mains? C'est une tendance pour les cadreurs parfois de filmer. Vous savez, on dit tiens, il a les mains comme ça, vous voyez? Le regard, le sourire, ou bien la tristesse de la victime. Suivant la façon dont la caméra est dirigée, on va donner à l'expression publique du procès une toute autre nature. Donc c'est compliqué, il faut que ça reste très neutre, il va falloir mettre des caméras partout, et qui fait le réalisateur. Donc c'est pour ça que c'est un sujet complexe qui évolue peu. C'est exactement comme ce que vous dites, ça me fait penser à la visioconférence qui se multiplie dans les tribunaux, et où on a soit du prévenu, soit de la victime, soit du détenu, qu'une vision très étrange, très floue, et lui-même n'a de nous, enfin de vous, qu'il voit une personne à la fois, son avocat qui plaide, mais il ne voit pas la tête que fait le procureur pendant ce temps, il ne voit pas la tête des juges, il voit la tête des juges, mais il ne voit pas son avocat pendant ce temps. C'est une vision, oui, parcellaire, totalement parcellaire. C'est pour ça que ça rencontre tellement d'opposition, bien que ce soit tellement économique. Moi qui ai visité un certain nombre de pays et de tribunaux, en Belgique, par exemple, il y a des juges qui désormais refusent la visioconférence à cause de ça. Car ça leur donne une image trop parcellaire de l'affaire. Et c'est vrai que statistiquement, on peut peut-être le dire, Emmanuel, je pense qu'un détenu qui est dans une centrale au loin et qui va faire une demande de mise en liberté aura sans doute moins de chance par visioconférence. Il ne peut pas émouvoir, et son avocat non plus, puisque... Vous comprenez, il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas les rictus, il n'y a pas les larmes éventuellement, il n'y a pas le bébé avec l'épouse au fond de la salle ou dehors qui attend. Tout ce côté humain qui fait que la justice est profondément humaine. On juge des humains qui, à un moment donné de leur vie, ont failli, à un moment donné de leur vie, ont eu un accident de la vie, ont eu une pulsion qu'ils n'ont pas su contrôler, etc. Et la visioconférence, elle ne peut pas vous donner tout ça. Oui, mais ça se... Mais ça se généralise. Vous voulez dire tous les deux que, amoureux des anecdotes et de l'humain et de la chair et de ce qui tremble dans les salles d'audience, vous n'êtes pas vraiment pour le projet de réforme de Mme Belloubet qui veut qu'on porte plainte et qu'on fasse tout à distance en ligne? Non, pas du tout. C'est une question évidemment candide. Vraiment, je ne sais pas quoi répondre. Mais qu'en pense l'avocat de la presse, du droit d'auteur, qui est peut-être mieux placé que nous? Non, je ne vais pas donner mon avis sur Nicole Belloubet. Évidemment que le barreau de Paris est contre cette réforme qui va rendre effectivement la justice inhumaine, qui va demander encore plus inhumaine, alors qu'elle est déjà une machine. Alors, on sait que sur le plan civil et indemnitaire, elle le devient. C'est ce qu'on appelle les legal tech, c'est ce qu'on appelle les open data. Vous savez qu'on met des millions de décisions dans des énormes serveurs, d'énormes ordinateurs, et qu'actuellement, avec les algorithmes, il y a des sociétés qui se sont montées avec des polytechniciens, des magistrats en disponibilité, des avocats, et qui vendent ça d'ailleurs à des grands cabinets. Dans le domaine indemnitaire, les prud'hommes, les prestations compensatoires, etc., nous savons très bien que l'ordinateur, dans 98 ou 99% des cas, donne la bonne décision. Donc à terme, ça voudrait dire plus de juges, puisque l'ordinateur donne la bonne décision. Alors on y va de plus en plus, puisque c'est obligatoire maintenant. Toutes les décisions de justice rentrent dans des serveurs énormes. Toutes les données sont ouvertes et accessibles à tout le monde, les open data. Et donc ce système, qu'on résume par l'expression legal tech, est en train de prendre de l'importance. Donc on s'éloigne là très rapidement, dans le domaine indemnitaire en tout cas, de l'humain. Et de l'individualisation. Mais alors, en tout cas, ça ne marcherait pas. L'individualisation, pardon, c'est l'idée selon laquelle chaque dossier est différent et qu'on ne peut pas tout rentrer dans une machine et juger les humains uniquement à partir d'un ordinateur qui cracherait le résultat à chaque fois. Voilà. Donc, tout ça pour dire, pardon, qu'à partir d'un livre d'anecdotes et d'histoires sur la justice, on voit ce qu'est, on va dire, l'humain, la façon dont ça tremble, la façon dont ça joue dans les lignes de crête, s'emprunte sur des chemins très escarpés. C'est ça, susciter finalement le... C'était une forme de... C'était pour te relancer, tu vois. J'ajoute que je ne comprends pas comment des magistrats et des avocats peuvent supporter ces visioconférences qui, très souvent, marchent très mal. C'est-à-dire le type crachote,
Vous me recevez, j'entends pas, non, je Mais vous chaque fois entends que la pas. justice veut se moderniser, elle marche très mal. Le Très micro, mal. le micro dans la salle Le d'audience micro. ne marche jamais, Non, donc il ne faut jamais. jamais préparer une plaidoirie en pensant qu'on va se servir. Voilà. Cassiope, les programmes, les ordinateurs, enfin oui, bon, c'est Très comme bien, ça. parfait. Alors peut-être la salle, si tu veux. Et peut-être c'est le moment de faire circuler la parole. Effectivement, alors vous pouvez poser des questions sur les anecdotes, il a réponse à tout. Ce qui est, c'est Oui, formidable, c'est on dingue. pourrait l'emmener dans un jeu télé, sponsorisé Ping. par le barreau de Paris, on gagnerait comme ça des lots et des jeux et des Ah ben, dictionnaires. si je le fais, ce sera au profit du barreau, bien Voilà, évidemment. je n'en doute pas. Et, mais vous pouvez aussi l'interroger Dans la sur poule. les interroger sur la justice, sur les réformes, sur tout. Ils ont réponse à tout. C'est les Ah non, invités pas moi. parfaits. Voilà. La Allez-y. parole circule. Mes amis, mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers amis. C'est gratuit en plus. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des Non, c'est pas une réponses question, stupides. mais moi, Voilà. je voulais dire quelque chose. Ce manque de l'humain, c'est un peu partout, hein, il n'y a pas que chez vous. Moi, j'ai été professeur agrégé de mathématiques pendant 43 ans. Et dans les dernières années, pour remplir les bulletins des élèves, il suffisait de cliquer sur des appréciations toutes faites, plutôt que d'adapter des choses à l'élève en question. Ça me choquait énormément. Moi, je ne le faisais pas. Hein. Donc, c'est un petit peu partout, comme ça. C'est juste une remarque de passage. Non, non, c'est une judicieuse remarque. Des remarques en forme de questions. Alors, les amis sur des chroniques sur l'histoire, Loïc, des questions? Non? Je te sens impatient. Très bien, devant On peut dire nous. que, Ah bah voilà. d'une manière générale, c'est quand même un grand théâtre. Et c'est dommage de quitter le théâtre pour des tableaux Excel. Voilà, c'est vrai. Mais disons que c'est une pièce de théâtre dans laquelle tu as assisté en magistrat et dans laquelle tu assistes dans le... Pour moi, ça a toujours été du théâtre. Alors j'ai assisté à beaucoup de pièces de théâtre me concernant, donc j'ai trouvé que j'étais un acteur assez minable, mais les autres, c'était pas mal. Oui, enfin, un acteur reconnu quand même. Enfin, c'est une pièce de théâtre, ça n'a rien à voir avec la justice telle que vous êtes Alors, essayé de la magnifier. Maintenant, Moi, justement, moi, on la j'ai- magnifie moi, pas. J'ai passé Non, quelques, mais- années avec la justice et les avocats. Disons que c'est l'institution de la justice, mais ça n'a rien à voir avec la Nous justice. sommes d'accord, Charles-Loïc Lefort-Prigent. Mais- La justice, c'est un concept, c'est quelque chose vers lequel nous aimerions tendre, mais qui n'existe pas. Voilà. Ce que nous avons, c'est l'institution judiciaire, et l'institution judiciaire, c'est un théâtre. Mais je vois pas où vous avez vu un qu'on la rituel, magnifiait. etc. Voilà. Je On trouve la pas du magnifie tout qu'on pas. la magnifie. Hein. On l'aime beaucoup, Bah, on dit d'ailleurs malgré les tous ses acteurs du défauts. monde judiciaire, sans pour autant parler d'acteurs de théâtre, mais c'est vrai que les acteurs, au sens, ils agissent. Hein. L'avocat est un acteur du monde judiciaire, le président des assises est un acteur du monde judiciaire. Ceci étant, c'est pas un jeu. Il faut bien se mettre dans la tête de l'avocat qui vient plaider. Là, je suis avec un Non, confrère c'est pas de... un jeu. Non, c'est pas un jeu. Je suis avec un confrère très Non, non, expérimenté. c'est pas sûr, c'est pour ça, Un confrère expérimenté qui sait ce qu'il va dire. Mais quand il a une jeune consoeur ou un jeune confrère qui est avec lui et qui en est au balbutiement de sa carrière et qui se retrouve devant des magistrats qui peuvent être parfois rébarbatifs, ou un client qui peut l'être tout autant et pas facile, et qui lui demande de plaider l'implaidable, l'avocat expérimenté sait faire, contourner, dire à son client ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Le jeune avocat, lui, dont il sait pourtant qu'il sera le dernier rempart, peut-être. Le dernier rempart, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il n'est pas au théâtre. Là, il ne joue pas. Là, on n'est pas dans le jeu. Là, on est dans la responsabilité professionnelle, dans la conscience personnelle. Je ne pense pas qu'il veuille Non, dire c'est que ce pas soit ça un qu'il théâtre au sens on n'en rit pas. C'est simplement que, pardon, on improvise beaucoup, parce qu'il y a des coups de théâtre, il y a une audience très humaine et qui bouge, parce qu'il y a un rituel, une sorte de levée de rideau qui dit la cour, et puis tout le monde se lève, etc. Nous avons tous des costumes, il y a une disposition de la salle Il y a un d'audience. rituel. Il y a un rituel. Il y a beaucoup de choses, pardon, qui rendent les choses très peu naturelles. Il y a un rituel, il y a un espace sacré. On ne va pas, lorsqu'on n'est pas revêtu d'une robe, dans l'endroit qui se trouve entre la barre des témoins et la table des juges. Qui L'endroit s'appelait est le sacré. parquet. Qui S'appelait le parquet. Historiquement, pardon, il y a deux parties dans une salle d'audience. Il y a une partie qui s'appelle le carreau, qui est la partie où s'assoit le public. Hein. Vous connaissez l'expression en français, se tenir à carreau. Rester sur le carreau. D'accord ? C'est la partie des gens qui n'ont pas le droit de parler et de prendre la parole. Et puis après cette petit parapet, cette petite barre, il y a ce qu'on appelait le parquet, c'est-à-dire l'endroit où sont les gens avec des robes qui ont le droit de prendre la parole. Parce qu'il faut savoir que les tribunaux, jusqu'au XIXe siècle, sont construits de façon très religieuse. D'abord, ils sont tous inaugurés par une messe de l'évêque au chef-lieu, ou du chanoine si c'est dans la sous-préfecture. Donc il y a toujours une messe. C'est souvent en forme de croix, ou avec cette salle des pas perdus, très sombre, et puis un autel, AUTEL, 3 marches,
Et les 3 marches, c'est trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a 3 marches, pour monter à l'autel, à UTEL, des juges. Donc, tout est religieux. Il faut savoir que les Christ ne disparaissent des salles d'audience qu'en 1904. Avant, pas en Alsace-Lorraine, à ma connaissance. Mais elle est allemande à l'époque. Oui. Elle est allemande. Il y en a encore. Et il y en a encore, mais non, ils ont presque tous disparu maintenant. Tu vas venir plaider à Colmar. Non, mais il a été enlevé. Pardon. Non, celui de la salle d'audience de Colmar est désormais dans le bureau du procureur. Bon, très bien. Mais il est quand même dans le bureau du procureur. Il est toujours au tribunal. Bon, mais c'est vrai que les Christ ont été descendus par une circulaire de mars 1904 du garde des Sceaux de l'époque, et ce qui a donné l'ordre donc à tous les procureurs généraux d'enlever les Christ, et c'est pour ça qu'on les retrouve au Louvre, au musée de Henner est au musée de Strasbourg, d'autres sont au Petit Palais d'ailleurs, qui ce soir fait un vernissage de 2 expositions, j'espère que vous êtes invités. Donc vous trouverez également le fameux retable du Parlement qui date de 1452 au Louvre, une salle lui est consacrée. C'est avec le Code d'Hammurabi et la Joconde, l'une des 3 principales œuvres du Louvre, hein, le retable du Parlement. Donc il était au palais. La de Samostras, la Vénus de Milo, tout ça. Si, ben, oui, non, mais... Non, j'aime beaucoup il y a 3 ans, et puis le reste. La Vénus de Milo, vous la trouverez dans le livre, puisque le maire de Milos la réclame avec l'aide du président grec, et que le gouvernement français s'y oppose. Mais vous trouverez aussi qu'elle a été cachée au palais de la Cité, car on craignait que les Prussiens ne viennent tout défaire à Paris et au Louvre. Donc à l'époque, le conservateur du Louvre a mis la Vénus dans une boîte et il l'a planquée sous le palais de justice, dans les caves, au palais de la Cité, dans l'île de la Cité. Ce que l'on ne sait plus. Alors, autre question. Il y avait une question, monsieur le professeur. On laisse une autre question. Loïc Lefebvre-Léjean. Simplement, je veux dire que tu as travesti ce que j'ai dit, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire que c'est un théâtre dans lequel le justiciable est étranger. Ah d'accord, non mais on accepte. Mais d'ailleurs, il y a pire que le théâtre. Je trouve qu'il y a une farce tragique qui se produit tous les jours dans tous les tribunaux de France, au moins dans tous les grands tribunaux, c'est les comparutions immédiates. Il faut y aller dans sa vie une fois pour voir ce que c'est. Qu'a souvent croqué Dominique Simoneau. À vrai dire, je fais que ça, et c'est 20 minutes par prévenu, et hop. Ce qu'on appelait, pardon, dans le langage courant, un flagrant délit. Les flags, oui, on appelle toujours les flags. Et c'est des gens qui sont arrêtés la veille, l'avant-veille, ou qui arrivent avec après 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours de garde à vue, et qui sont jugés à toute blinde, avec des avocats, pour la plupart, débutants, je suis désolée, très mauvais. Très mauvais. Oui. Peut-être que très jeune et qu'on envoie à la ramasse. Je ne sais pas comment ils acceptent de juger 18 personnes dans l'après-midi. Voilà. C'est un spectacle. Écoute, la première fois que j'ai été commis d'office, quand j'étais très jeune avocat. Oh, c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a 25 ans. On avait droit, on était commis d'office obligatoirement au moins une fois. Et je vois juste avant moi un jeune confrère qui débutait comme moi et qui défend un voleur d'autoradio. Et qui dit Monsieur le Président, il a fait comme vous auriez fait, comme j'aurais fait. Il a vu la fenêtre ouverte, l'autoradio, il l'a pris. Alors, donc voilà, 4 mois ferme pour avoir plaidé ça. Donc voilà, c'est cette justice. 4 mois ferme direct. Hein. Oui, direct. C'est pas. Et même pas pas 4 mois ferme dans non. Bah oui. Autre question peut-être. Enfin, il y avait donc une question, monsieur le professeur. Alors, c'est un souvenir d'étudiant. J'étais étudiant à Caen et le professeur de droit pénal, qui ressemblait beaucoup au maître, il digressait énormément et il a raconté l'histoire de Mata Hari. Je ne voulais pas dire que vous digressiez. Il racontait qu'il avait été, pendant son service militaire, greffier au tribunal militaire et que, content de lui, son commandant lui avait ouvert l'armoire où était contenu le dossier de Mata Hari. Et la conclusion de mon maître était Mata Hari était laide. C'était d'après les photos, mais peut-être que les photos étaient. Mata Hari était assez splendide quand même. Il y a des très beaux portraits. Il y a le grand historien Fred Kupferman, biographe de Laval, qui était amoureux de Mata Hari, qui l'a dessiné de nombreuses fois dans des carnets sublimes. Non, c'est. Donc c'est la photo qui était mal faite. La photo était mal faite, ou le goût de votre professeur qui était particulièrement. Mais il n'y avait qu'une photo dans tout ce dossier. D'ailleurs, Guimet, le musée Guimet, a transformé son musée pour permettre à Mata Hari de danser. Très belle remarque. Puisqu'il était très amoureux d'elle, bien évidemment. La question est procédurale. Il y a un auteur de romans policiers, de romans d'avocats, américain, dont j'ai oublié le nom, mais c'est celui qui fait... John Grisham. Celui qui fait ses dossiers sur le siège arrière de sa voiture.
Non, c'est Ah non, Michael pardon. Connelly. Michael Connelly, oui, qui est quand même un bien meilleur écrivain, on est d'accord, que John Grisham. Alors, un des arguments Merci. C'est la défense Lincoln. La défense Lincoln, oui, ça s'appelle. de tous ces, Oui, de tous exact, ces oui. romans, c'est qu'il ne veut surtout pas savoir que son client est coupable. Et il n'empêche par tous les moyens de le lui dire. Parce qu'apparemment, selon la procédure américaine, si on en croit cet auteur, l'avocat ne peut pas mentir. Ah ben, tout le monde prête serment, en plus, les témoins, l'accusé... Donc vous, au contraire, vous pouvez confesser complètement votre client et aller... Le client peut mentir, c'est plus difficile à l'avocat de mentir. Mais l'avocat a le droit de mentir. Comment ? Il a le droit de mentir. Il a le droit de mentir. Il a le droit de ne pas dire la vérité. Il a le droit de pas dire la vérité, c'est pas une infraction. Votre situation est, oui, j'ai tué ma femme. Il vous le dit dans votre cabinet. Oui. Oui, alors. Pardon, et alors, pardon, je vois bien que je ne suis pas juge. Dans Connelly, Elle est morte. Oui. Oui. Elle est morte. il est obligé de dire... Moi, je dis, on ouvre un dossier de succession. Voilà, donc il faut être... Moi, je m'occupe de l'adoption des enfants parce que Voilà. j'ai toujours le souci des mineurs. Donc, Comment ? Déontologie dans ce cas-là. non, je crois que l'avocat, son rôle, il est multiple. Il connaît la juridiction, si c'est une affaire criminelle, si c'est que ça passe aux assises. Il connaît vaguement les présidents d'assises, bon, il ne connaît pas les jurés. Non, mais la question de notre ami, c'est est-ce que l'avocat doit donner, doit dénoncer Mais ou pas? Je dis, il y a un contexte général. En fonction de la tendance, si ça se passe en Seine-Saint-Denis ou au contraire si ça se passe en Alsace ou à Bayonne, vous voyez, bon. Et en fonction de la personnalité du client. Est-ce qu'il est extraverti, introverti, est-ce qu'il paraît bon, etc. On va définir une stratégie de défense. L'idée, c'est de discuter avec lui pour ça. D'abord, l'avocat est au service de son client. Donc l'avocat ne peut pas plaider quelque chose contre ce que lui demanderait son client, et encore moins contre l'intérêt de son client. C'est bien évident. Donc c'est de définir avec lui une stratégie. Si l'avocat, qui est quand même un professionnel, voit que la démarche de son client est suicidaire et qu'on va au casse-pipe et qu'il est de devoir de l'avocat d'orienter son client vers une démarche plus positive. L'idée quand même en défense étant d'avoir soit pas de sanction, c'est la non-culpabilité, l'innocence, la relaxe, l'acquittement, peu importe, le non-lieu, soit la peine la plus faible possible, ou en tout cas la mieux adaptée, qui rende justice à tout le monde, mais surtout qui rende justice à son client. Donc voilà, c'est une démarche, à mon avis, stratégique. Non, tu n'es pas de cet avis Non, il botte en touche. Oui, je pense que tu bottes un peu en touche, mais ça c'est l'ancien magistrat qui tourne autour du problème, non? Effectivement, non, l'avocat ne peut pas aller à l'encontre de ce que son client lui demande. Non, oui, Nous sommes c'est ça. d'accord. Ça, Il c'est peut la lui première dire règle. c'est une défense impossible, on n'y arrivera pas si vous m'avouez le meurtre, et que par ailleurs on tente de nier totalement, ça sera peut-être impossible. Après, l'avocat est libre de refuser le dossier, de se dessaisir. Voilà. Mais il n'est pas obligé, en tout cas, il n'a pas le droit de révéler ce que son client lui a dit dans le sceau du secret. Évidemment. Sinon, voilà. Mais c'est essentiel. C'est moins sévère qu'en Amérique. Bien sûr, c'est essentiel. Bah, c'est et le la droit même au chose. secret est essentiel. Et le droit à cette Personne, confession est essentiel. Sauf les témoins, personne ne jure. Oui, Les voilà. Nous ne jurons pas. Nous jurons au début pour prêter serment, de défendre avec dignité, etc., des principes, mais nous ne jurons pas au début d'une audience de dire, lorsque nous allons plaider, que nous allons dire la vérité. Nous présentons la vérité n'existe pas d'ailleurs. Nous présentons une facette de la vérité. Et est-ce que les avocats américains respectent bien? C'est une autre affaire, je ne crois pas. Je ne crois pas Là, pour en par exemple, fréquenter j'étais quelques-uns. surprise de voir que l'ancien avocat de Trump avait le droit de balancer son client. Ça s'appelle une violation du secret professionnel. D'après moi, il est Oui, poursuivi mais par je la New York comprends- Bar. je comprends pas, Ouais. là. Bah, il est poursuivi, je pense, Ah bon en ce moment par le barreau de New York. Il a- Ce qu'il faut savoir, c'est Voilà. qu'il n'y a qu'une seule personne qui connaît la vérité dans un procès. C'est pas le juge, bien sûr, c'est pas l'avocat, Ça, c'est même pas la victime, parce que la victime c'est l'accusé. a pu se tromper dans le noir, elle a pu Et croire, encore. reconnaître son auteur alors que c'est pas son auteur. Elle ne détient pas la vérité. L'accusé sait s'il a planté le couteau ou pas. Il y a Il ne qu'une sait pas la personne. vérité, il sait une Il vérité. sait une- Patrick Dill sait que ce n'est pas lui, il ne sait pas qui c'est. Voilà, pardon. Allez, on prend une autre question. Est-ce que je peux dire juste une anecdote? Oui, bien sûr. Ah, Allez-y, allez-y. chère consoeur. Je vois que le barreau de Versailles est bien représenté. Voilà, qui est arrivé là-dedans. Juste vous raconter, en effet, un client un jour me dit oh, puis vous n'êtes pas flic et tout, je vais vous dire, c'est moi qui ai fait le coup. Mais je ne veux pas que vous leur disiez. Donc je ne leur ai pas dit, j'ai plaidé, il a été relaxé et il m'a simplement dit excusez-moi pour mon manque d'humilité.
Oh ben vous avez tellement bien dit, j'ai bien cru que c'était pas moi qui avais fait le coup. Ah, très bien, là, bravo. Ah ouais. Mais j'ai été triste quand j'ai vu le petit vieux qui lui était la victime et qui s'est dit ben jamais je serai remboursé quoi, de ce qui a été volé dans ma... Ben, il y a la CIVI. Voilà. Oui, Mais bon, oui, oui. ça, c'est- En fait, il est venu au théâtre. La victime est venue au théâtre, comme le disait Loïc. Voilà. Parfait. Mes amis, une ou deux dernières questions ou remarques ou une anecdote, pardon. Ah, je vous ai, pardon. Je t'en prie, vas-y. Un habitué. Oui, un habitué. Une petite remarque par rapport aux dernières interventions professeur. que vous avez fait, là. C'est que je viens de finir de lire le bouquin de Pascal Robert-Diard, La déposition, Ah oui. à propos d'affaires Lyonnais, Oui. que je conseille à tout le monde de lire, hein, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, et qui pose effectivement la question de savoir qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on ne dit pas dans un procès. Hein. Puisque donc, c'est le fils de... Maurice Allègre, Agnès Leroux, le casino Nice. Ça va pour vous situer l'affaire. Nice, qui est donc jugé pour la 3e fois en cour d'assises, donc en 2014, quoi. Et alors que, d'après ce qu'il dit en tout cas, hein, son père lui a dit que c'est... Enfin, son père lui a dit, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, personne ne pourra rien contre moi. Et par ailleurs, un jour, il est convoqué par sa mère qui lui dit, je vais te dire qui c'est ton père c'est un salaud, c'est évident que c'est lui qui l'a tué. Ça s'est passé à Monte Cassino, sachant que, si vous vous souvenez bien, hein, ni le corps ni la voiture n'ont été retrouvés. Ils n'ont jamais été retrouvés. N'ont jamais été retrouvés. Et en fait, quand finalement, au 3e procès assises, le fils dit ça, je vais finir par le balancer, donc il le dit, hein, finalement il le dit, il Oui, contacte ben, la procureure. c'est la déposition, c'est la C'est fameuse déposition. Mais la mère refuse de revenir en arrière. Hein. Première partie en visioconférence. Pour reboucler avec ce qu'on Oui. disait tout à l'heure. Mais la mère, raison. refuse de dire qu'elle a dit ça. Hein. La mère refuse de dire qu'elle a dit ça. Hein. Enfin bref, c'était juste une petite remarque par rapport à ce qu'on venait de dire juste avant. Parfait. Les amis, ah, Juste une question au sujet de la plaidoirie. J'ai ouï dire que le temps de plaidoirie était de plus en plus limité, même diminué. Est-ce que c'est vrai, d'abord, dans les... Ça dépend où. Devant les tribunaux administratifs, il a été supprimé. attends, laisse finir la question. Oui. Et au, C'est Sophie et Giraud. au pénal? C'est-à-dire... Les plaidoiries ont toujours été trop longues, d'après les magistrats. Au XIXe siècle, on plaidait une affaire de mur mitoyen ou de copropriété pendant 4 heures. Donc, c'était terrible et on avait inventé quelque chose dans nos robes d'avocats. Il y a des robes d'avocats ici qui ont des manches béantes avec des rabats en soie. On avait inventé quelque chose qui permettait de réveiller les magistrats qui s'appelait l'effet de manche. Et l'effet de manche, c'est quand le magistrat s'endort au bout de 3 heures de plaidoirie, dans une affaire sincèrement qui n'est pas aussi intéressante que celle de Matahari, à un moment, on lance ses manches en avant et ça fait schlac parce qu'elle se déplie et la soie claque. Et on refaisait dans l'autre sens, schlac. Et là, le tribunal se réveille doucement, se recale Ouais. et suit l'affaire. Loïc, Alors, c'est un théâtre. pour limiter la durée des plaidoiries, il a été rajouté un bouton supplémentaire aux robes des avocats au début du XXe siècle. Ce qui fait que plus de possibilités de faire claquer les manches. Nécessité d'être plus raccourci. Parce que taper sur le bois, ça n'a pas du tout, ce n'est pas la même élégance. Et donc, on a commencé à plaider plus court. Et on plaide de plus en plus Tu court. parles au pénal, là. Mais Oui, au pénal, mais tout. Que au pénal, votre question. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les magistrats voudraient, et on voudrait enseigner à l'école des avocats, à l'école des magistrats, qu'il faut plaider court et technique. Et la réalité, c'est que bien des juges nous disent, il est important que vous plaidiez, parce que si c'était si évident que ça ne viendrait pas en justice. Si les choses étaient si noires, si blanches, si rouges, si vertes, ça ne se présenterait pas devant un tribunal. Ça se présente avec 2 versions, et il va falloir, à un moment ou à un autre, que l'audience permette de faire pencher légèrement la balance. Et c'est la plaidoirie, c'est les conclusions, c'est les explications, Non, mais il faut savoir c'est que les pleurs de quelqu'un à l'audience, c'est beaucoup de procédure est choses. écrite quand même maintenant. Beaucoup En de choses, bien comparution sûr. immédiate, si ça dépasse 10 minutes, franchement, ça devient presque indécent. Hein. Non, mais parce Oui. qu'il me semblait qu'au pénal, c'est quand même un moment important, la plaidoirie. C'est peut-être parfois décisionnel. Le pénal reste oral, mais Oui. au civil, devant la cour d'appel, maintenant la procédure est écrite. Donc les plaidoiries, c'est juste une observation. Devant les tribunaux administratifs, c'est juste une observation. Il n'y a plus que l'oral. Non, mais devant le tribunal Le pénal, administratif, on ne plaide jamais. C'est depuis toujours. C'est pas neuf, c'est pas récent. Ça a toujours été des observations. Les tribunaux, le Conseil d'État, le tribunal administratif Toujours. ne veulent pas entendre les avocats. Ils leur demandent de déposer un dossier. C'est ça. Mais devant les belles chambres, pardon, moi je suis en train de débattre pour savoir si je veux avoir 4 ou 5 jours à la 17e chambre dans une affaire de diffamation. Il ne viendrait pas à l'idée aux magistrats de raccourcir ou de ne ralentir nos plaidoiries. Hein. Ils en attendent plusieurs heures. Devant une cour d'assises, on peut plaider. Moi, je sais simplement, je me souviens très bien de m'être dit un jour, après 4 heures de plaidoirie,
Merde, j'ai oublié de les laisser pisser. C'est-à-dire, je voyais la tête commencer à devenir comme ça en me disant eh merde, je suis con, j'aurais dû faire plus court là parce que je vais les avoir contre moi au bout d'un moment. Donc, donc la parole est libre, on peut plaider. Même si on pousse, tout nous pousse à plaider de plus en plus vite, tout nous pousse à être moins humains, et on pousse les juges également à ne plus venir à l'audience et à rendre des délibérés grâce à l'ordinateur. T'as oublié la vessie, mais t'as vu la lanterne peut-être, je sais pas. Bravo, j'ai oublié la lessive et j'ai vu la lanterne, c'est exactement ça. Mes amis, une remarque, encore une question? Mesdames, messieurs, mes chers Après, vous avez la possibilité, évidemment, de parler et de continuer à faire parler notre ami pendant les signatures de ses ouvrages. Alors, si nous sommes au bout de cette audition contradictoire, je voudrais d'abord remercier infiniment Étienne Madrange et Dominique Simoneau de s'être prêtés à cet exercice. Mais c'était très sympa. Voilà, ils sont... Ce sont de très très bons compères et de très bons clients, pardon, dirait-on, dans une télévision ou même dans une salle d'audience. Je voudrais aussi remercier nos partenaires, les Notes de Paris qui nous filment et nous mettront sur YouTube. Également la librairie La Petite Égypte qui a apporté les livres d'Étienne Madrange que vous allez pouvoir signer. Enfin, lui acheter et lui faire dédicacer avec 10 minutes d'explication par livre, juste dans un instant. Je voudrais aussi remercier mes élus, les membres du Conseil de l'Ordre, les anciens membres du Conseil de l'Ordre qui viennent souvent ici assister aux éditions contradictoires. Je voudrais également vous indiquer qu'il y a quelque part une performance éphémère qui a été faite par un artiste avec qui nous avons un partenariat, Laurent Marissal. C'est sur le portrait de Dulor. Alors que vous avez le droit de vous promener pendant 15 ou 20 minutes ensuite et d'admirer nos collections, vous tomberez dessus et penserez d'un seul coup que ça n'est pas une erreur du conservateur ou de son assistante, mais une intervention d'un artiste tout à fait vivant et contemporain. Vous indiquez que la prochaine audition du Musée du Barreau de Paris a lieu. Évidemment, j'ai plus mon papier, mais c'est début janvier et elle sera communiquée sur le site du Musée du Barreau, sur le Facebook du musée, sur le Twitter du musée, puisque vous aimez tous Twitter. Alors, je suis évidemment donc dans un instant, Étienne Madrange, dans la partie Moyen-Âge qui lui est chère, va s'installer pour signer ses livres. Oui, ce sera ton sur ton. Voilà, ton sur ton. Et puis évidemment, n'oubliez pas en sortant d'ici de monter d'entre le rez-de-chaussée jusqu'au premier étage pour admirer l'effet de perspective remarquable qui nous a valu d'être classé. C'est un chef-d'œuvre vraiment directement issu de la Renaissance en pierre et en bois qui vaut au minimum le déplacement pour ce soir. Mais je pense que vous en avez eu pour votre content. Merci à tous les deux, merci à tous. Merci.